Bonjour à tous, bonjour Bachar. Bonjour Marc. Troisième épisode de notre série consacrée à l'ouverture orang-outan. Gilles Miralles a les blancs et il affronte un autre champion de France. Eh bien oui, Jean-Luc Serret, c'est un quadruple champion de France, joueur extraordinaire, grand tacticien, qui aimait beaucoup les études, les problèmes. Voilà, sa formation d'ingénieur était là, et il avait toujours le secret pour créer des complications dans les parties, et on n'était jamais à l'abri de pointes tactiques. Et en fait, il avait des ouvertures modernes, est-indiennes, des fianchettos qu'il adorait. Il essayait toujours de retomber dans ces schémas-là. Et là, on va voir cette partie illustrée donc entre deux champions de France, un double champion de France, Gilles Miralles, et un quadruple champion de France, Jean-Luc Serret, sur le thème donc de l'orang-outan, de ce singe à New York qu'avait vu Tartakover. Eh bien allons-y. B4, donc l'orang-outan. Et donc la réponse 5. Les deux premières vidéos consistaient à la même réponse. Bien sûr, c'est le coup de principe. Le fou est libéré, question de B4. Contre-attaque en B2. Alors c'est très intéressant parce que dans la première vidéo, nous avions vu l'enchaînement premier qui est de troquer le pion B4 avec le pion E5. C'est ce qu'avait choisi Louis Ross. Dans la deuxième vidéo, Éric Prayet avait choisi plutôt un coup un peu plus sibyllin Dame E7. Il venait préserver le pion E5. Et là, on va avoir la même volonté de garder le pion E5, de ne pas troquer le pion de l'aile contre le pion du centre. Et c'est D6 qui est choisi. Alors, D6 est joué. Alors, il faut expliquer quand même Jean-Luc Serret. Qui est Jean-Luc Serret? Jean-Luc Serret est un garçon qui adore les fianchettos. Et donc, il n'allait pas donner son pion central contre un pion de l'aile, puisque derrière, il aurait été difficile pour lui de jouer ces systèmes. Et donc, c'est un garçon qui travaillait, qui avait, comme on dit, un job autre que les échecs. Il n'avait pas non plus un temps infini à consacrer à l'étude des échecs. Donc, il avait mis des systèmes en place. Et en fait, en jouant ça, il essaye toujours de transposer dans des schémas de fianchetto, de moderne. Et donc, il défend son pion. Et ensuite, il va essayer d'arriver à la construction qui l'intéresse. Avec G6 ou G7. Tout à fait. C'est pour ça qu'il veut garder pion E5 pour pas que la diagonale s'ouvre complètement. Et donc, C4. Et ça, c'est un classique de Gilles Miralles. Il mobilise toujours, on l'a vu dans les deux autres vidéos précédentes, le pion de l'aile au contrôle de la case centrale. Et G6. Donc, G3, fou G7, on l'a vu dans la deuxième partie, on avait 3 fianchettos. Double fianchetto des blancs et fianchetto noir, c'était la partie contre Éric Prayet, et là, ça se renouvelle. C'est pas exactement la même position, mais c'est le même principe des fianchettos. Cavalier E7 est joué, et là, D3. Bon, petit roc, on voit que Jean-Luc Serret, lui, développe rapidement son aile roi. Il a mis le cavalier en E7 pour laisser liberté certainement au pion F et ne pas obstruer son fou. Tout à fait. Et là, nous avons cavalier C3. C6 pour essayer d'obstruer la diagonale du fou et pourquoi pas appuyer la poussée D5, la conquête du centre. Oui, conquérir le centre. C'est-à-dire, Serret est un joueur très, très ambitieux aussi. Et donc, il souhaite mener le combat. Oui, 4 fois son champion de France, il faut être ambitieux quand même. Ouais. Donc, cavalier F3 et D5. Voilà. Petit roc. Et là, le coup H6. Alors, les noirs ont constitué la force entre deux pions et jouent H6. Alors, ils jouent H6 parce que si jamais ils avaient joué, par exemple, fou E6, il y a toujours le coup cavalier G5 qui vient et qui est embêtant dans la construction. Donc, on joue ce coup aussi de prévention, H6, qui permet ensuite de développer le fou en E6, et puis ensuite le cavalier en D7, et donc permet le développement des pièces. Donc c'est un coup qui permet le développement ultérieur. D'accord. Cavalier D2. Oui. Donc là, on met la pression sur le pion D5, et quelque part, alors il est bien défendu, mais ça va gêner plus tard la mise du cavalier en D7 par contre. Oui. Alors fou E6 comme vous l'aviez dit. Oui. A4. Oui. Alors, on a clairement un schéma où les noirs vont essayer d'attaquer à l'aile roi, puisqu'ils se sont mis quand même dans ce dispositif. Le pion F va pouvoir bouger très vite, mais il faut très très vite que les blancs et Gilles fassent quelque chose à l'aile dame pour contrecarrer le plan. Parce que s'il n'y a qu'un seul camp qui attaque, il va réussir. Il faut créer du contre-jeu, comme on dit, de l'autre côté.
Et en fait, cette ouverture, ce dispositif, et surtout comme Jean-Luc Serret l'a joué, c'est-à-dire qu'il a mis son pion en D5, son pion en C6, et donc il donne des cibles pour que les blancs essayent d'aller attaquer sur l'aile dame. Voilà, c'est-à-dire qu'on va chercher à jouer B5, peut-être plus tard à 5 à 6, essayer de miner cette chaîne de pions pour permettre l'ouverture du fou de case blanche. Et si le front s'ouvre à l'aile dame, il est beaucoup plus difficile pour les noirs d'avoir les mains libres pour combattre à l'aile roi, parce qu'il y aura d'autres théâtres d'opération. Donc c'est l'idée. Très bien. Donc maintenant, les noirs ont joué cavalier D7. Alors tout à l'heure, j'ai dit que cavalier D7 allait compromettre la sécurité du pion D5, sauf que fou aussi, ça a été joué entre-temps. Donc on peut jouer cavalier D7 et toujours avoir une triple surveillance du pion D5. Et donc A5 est joué, toujours cette prise d'espace. Tout à fait. A6 et cavalier A4, avec le cavalier qui va se diriger sur certaines cases. Alors le cavalier, tout simplement, pour le moment, il y a un combat. Comme je le dis, il va falloir essayer de pousser B5 quand ça sera possible pour les blancs. Donc il faut travailler sur ce thème. Il y a, bien sûr, ça permet de contrôler la case C5, la case B6 pour les blancs avec ce cavalier, et ça permet d'avoir des options. Donc cavalier A4 est un coup naturel, et c'est bien aussi dans le style de Gilles, comme je disais, qui est un joueur positionnel. Et ce type de position avec B4 lui permet de rentrer dans ce double fianchetto et de mener son jeu. Comme Serret a joué C6, D5, A6, il a créé quelques faiblesses et on va voir comment les blancs vont essayer d'en profiter. Est-ce qu'on pourrait avoir le cavalier qui converge vers la case C5 pour attaquer le pion arrière B7 et en se disant que s'il y a un échange en C5, ça peut ouvrir la colonne B et avoir accès au pion arrière B7? Bien sûr. Beaucoup de plans sont possibles. On va voir comment les noirs vont réagir déjà. Ils jouent F5. Ils prennent l'espace à l'aile roi. Les blancs prennent l'espace à l'aile dame, les noirs prennent l'espace à l'aile roi. Et là, tour C1. Bon. Il prépare ses pièces. Et puis, par ailleurs, si on regarde, ça permet maintenant à Gilles Miralles de jouer cavalier B3. Parce que son pion C4 est défendu à présent. Ah, c'est pour défendre C4. Voilà. Pour donc, que le cavalier D2 retrouve mobilité. Et qu'il aille ensuite en C5, puisque c'est cette case qu'il va chercher. Et donc, comme il y a toutes ces faiblesses, le cavalier peut s'installer ici et il peut continuer son plan pour essayer d'avoir ce contre-jeu à l'aile dame qu'il cherche. D'accord. Oui, parce que l'erreur de beaucoup de joueurs amateurs ou peu expérimentés va consister à visualiser les coups d'attaque en oubliant la charge défensive que pouvaient avoir certaines pièces. Et c'est vrai que le cavalier D2, il est nécessaire à la protection du pion C4. Tout à fait. Ça nous est tous arrivé de déplacer une pièce en oubliant le travail défensif qu'elle faisait. Donc là, il va d'abord jouer tour C1 pour défendre C4 et ensuite cavalier B3 et on pourra aller en C5. Et un cavalier en C5, avec un relais de cavalier en C5, c'est très désagréable pour les noirs. Ça attaque le pion arrière B7, ça attaque le cavalier, ça attaque le fou. Ça peut provoquer des échanges massifs de pièces, des transformations de matériel, de structure de pion. Et donc ça va parasiter le développement du jeu noir à l'aile roi. Dame 8 est jouée. Donc là, c'est clairement pour faire passer la dame noire à l'aile roi. Oui. On peut avoir des dames F7, mais peut-être parfois des poussées du pion et des dames qui rentrent à l'aile roi. Alors cavalier B3, comme vous l'aviez dit. Oui, c'est logique. Hein. Tout ce qu'il vient de faire Gilles, c'est logique. Et ce qu'essaye de faire Jean-Luc Serret, c'est aussi logique. Il veut essayer, lui, dans des schémas d'indienne, souvent, parce qu'on arrive quelque part à une forme de schéma d'indienne. C'est pas vraiment une indienne, puisqu'il y a D5 qui a été joué, mais où on essaye d'attaquer l'aile dame, et les noirs vont essayer de mener une attaque à l'aile roi. Alors tour D8, ça c'est pour créer un vis-à-vis tour dame. Oui. Comme ça, s'il y a des prises en C4, parfois ça peut ouvrir de manière désagréable pour la dame blanche. Alors oui, c'est la menace, elle est bien sûr de faire pion prend C4, ici, immédiate, parce que Serret est un joueur qui fait des menaces immédiates, pion prend. Et sur pion prend, il y aurait cavalier C5 qui gagnerait le cavalier en A4, puisque la dame serait attaquée par la tour D8, et ensuite le cavalier prendrait A4. D'accord. Oui, donc la menace, je vais la montrer, c'est de prendre en C4, et en cas de prise, le coup cavalier C5, le cavalier vient attaquer le cavalier A4 et la tour dévoile son agression sur la dame blanche et on gagne du matériel. Et du coup, les blancs prennent les devants et mettent le cavalier en C5. Oui, ils mettent le cavalier en C5 parce qu'ils attaquent le fou en E6, ils gagnent un tempo, comme on dit, et ils vont essayer de continuer le plan prévu auparavant.
Donc il y a eu l'échange des cavaliers. Le cavalier prend. Et le fou va se retirer en C8 pour sécuriser le pion B7. Et là, on est toujours dans la même configuration. Il faut essayer de jouer B5 si on veut obtenir du contre-jeu. Mais pour jouer B5, il faut pouvoir ne pas prendre... parce que la menace, c'est pion prend C4 pour les noirs. Et s'ils prennent en C4, eh ben, c'est fini. Il n'y a plus vraiment de jeu à l'aile dame. Donc il faut garder ce pion en C4 pour pouvoir pousser B5. Donc dame B3 semble être le bon coup. Oui, alors c'est vrai que la dame va se retirer du vis-à-vis avec la tour, parce que vous signalez la prise en C4, on ne peut pas reprendre du pion D, bien sûr, parce qu'on perdrait la dame, mais si on reprend de la tour, eh bien, il n'y aurait plus rien pour appuyer le levier B5. Donc dame B3 va appuyer le levier B5 et on se retire, on se soustrait du vis-à-vis tour dame. Ça, c'est important. Et en même temps, on met un vis-à-vis dame roi, également. Et on met sous pression le pion D5. Tout à fait. Alors, roi H7, les noirs ont retiré le roi eux-mêmes du vis-à-vis qu'il y avait dame roi. Et fou C3. Alors, fou C3, c'est dirigé pourquoi? Alors, fou C3, d'abord, c'est un petit coup d'attente qui permet, dans certains cas, de défendre le pion A5. Mais de l'autre côté, ça permet aussi à la tour de C1 de revenir en B1, le moment voulu, et d'aller faire pression sur le pion B7. Donc, c'est un coup à nouveau prophylactique qui est assez classique dans ce type de position et qui ne mange pas de pain. Et ça permet de demander aux noirs qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision. Est-ce que c'est un peu provocateur dans l'idée d'essayer de provoquer l'avance du pion D4, qui permettrait après au fou de pouvoir s'associer à l'attaque de la chaîne de pions? Alors D4 serait, je dirais, pas très bon, parce que tout simplement fou D2, et après fou D2, B5 est inarrêtable. Et le fou participe. Et le fou participe, et la case 4 est complètement contrôlée par le cavalier C5, le fou en G2 et le pion en D3. Donc il n'y a plus de possibilités. Là, c'est vraiment un très très grand avantage pour les blancs, s'il y a ça. Donc c'est un peu provocateur aussi. Oui, oui. Donc les noirs ne tombent pas, bien sûr, ils sont 4 fois sur le front de France, ils ne tombent pas dans cette provocation. Ils jouent H5 avec peut-être la volonté de pouvoir jouer H4, de pouvoir réactiver, non, pas le fou en H6 parce que ça perdrait le pion de 5 quand même, mais de jouer H4. Oui, de jouer H4, d'amener à nouveau un attaquant de plus sur le roi blanc, qui est pour le moment très solide, mais veut essayer de faire tomber ce bastion. Et B5. Et là, B5, on arrive toujours dans le plan qui était donné. Alors, il y a un échange en B5 qui s'effectue. Et H4. Alors, on peut se poser la question, pourquoi, au lieu de H4, il n'y a pas pion prend B5? C'est une question légitime. Mais sur pion prend B5, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à présent, il y a tour B1, tout bêtement. Ouais. Et on va prendre le pion B5, et le pion B7 ne sera plus défendable, et donc les blancs vont gagner un pion, avec un fou en C3 qui est absolument remarquable parce qu'il défend le pion A5, et le pion A5 a de grandes chances de terminer en dame. Oui, donc l'idée de fou B2, c'était pour préparer vraiment cette poussée du pion et que la tour B1 puisse revenir très vite. Ouais. Et on ne peut même pas solidifier B5 par des coups comme fou D7, puisque le cavalier peut éliminer le fou à tout moment, et en plus, le fou doit défendre également B7. En fait, dans cette ouverture au rang-outan, on s'est acheminé petit à petit dans une anglaise, une sorte d'anglaise, voilà, ces ouvertures un peu hyper modernes qui permettent de manœuvrer, puisque c'est une partie de manœuvre de la part des deux joueurs. Donc c'est H4 qui a été joué. Ouais. Donc il y a eu B6. Eh bien oui, parce que à présent, il y a une menace qui est très claire, on va jouer A6. Et oui. Et en cas de prise, B7. Eh oui, et oui. Et ce pion-là... on va écraser le fou, d'ailleurs. Ah oui, là c'est fini. B7, et puis ensuite cavalier prend A6, et puis B8 dame, et c'est fin de la partie. Impressionnant comment le cavalier C5 s'est niché dans la structure. Le pion B6 a pris l'espace. Oui. Et le pion A6 va pouvoir dégager, va pouvoir supprimer le pion B7 ou même avancer sa route. A7 A8. Tout à fait. A7 A8. Oui, c'est très très dur là. Alors les noirs ils y vont, ils jouent F4, mais j'ai l'impression qu'ils ont du retard. Oui, mais bon, ça reste une partie typique des attaques indiennes, où on va très très vite sur le roi blanc, mais il n'y a pas suffisamment de pièces, je dirais que ce soit le cavalier en E7, le fou est en C8, c'est pas assez rapide. Donc on va voir comment les blancs vont continuer. A6. Oui. H prend G3. Oui. Et là, A7. A7, tout donc à fait. on menace de damer. Tout à fait. Et donc là, il y avait la possibilité de faire peut-être
pion prend H2 échec, mais sur pion prend H2 échec, il y avait même roi H1, et comme il faut faire dame, le fou doit partir en F5 ou G4, ou G4, et là il y a cavalier prend B7, et là on a 2 pions passés qui vont aller à dame. Qui vont s'associer. Oui, bien sûr. Et le pion H2 est un bouclier involontaire. Tout à fait. Parce que si le pion H2 était un pion, sur un pion blanc, il pourrait être pris. Oui. Et alors là, il ne peut pas être pris. Ah non, donc, le pion H2 c'est un bouchon. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est un bouchon. Donc A7, c'est fou G4 immédiatement qui a été joué. Questionne le pion E2, mais cavalier prend B7, attaque la tour, crée les pions passés liés. Donc les pions passés liés, c'est des pions qui peuvent se soutenir mutuellement dans leur marche à promotion. Tour A8, cavalier D6, on attaque la dame, dame D7, et la marche du pion B. B7, oui. Voilà. Et donc là, il va falloir que les noirs rendent du matériel, enfin qu'ils donnent la tour, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, tour prend A7. Et B8 dame. B8 dame. Donc là, on va gagner la pièce, mais on va perdre... ah non, on ne perd même pas le cavalier parce qu'on défend. Il est défendu, le cavalier. Non, la tour, voilà, c'est... Ah oui. Donc, on a une pièce au plus. On a une tour en plus. On a une tour de plus. Alors bon, il y a maintenant, sur pion prend, puisqu'il y a une tour de plus, se permet de reprendre. Miralles se permet le fait de reprendre avec le roi en H2, parce qu'il va falloir que Serret prouve que son sacrifice, si c'est un sacrifice, est bon et qu'il va pouvoir attaquer ce roi. Oui, et puis, on parlait de roi H1 tout à l'heure, pour se calfeutrer derrière le pion H2. Mais maintenant, l'idée, c'est plutôt de prendre pour laisser la case H1 et d'attaquer le roi noir, avec la présence de la dame sur la 8e rangée. Tout à fait, à présent, oui. Donc, il veut la colonne H. Oui. Il veut aller piquer le roi noir. Donc, fou prend E2, et d'ailleurs, voilà, tour H1. Menace roi G1, et ça va être très difficile. Cavalier G8, pour essayer certainement de bloquer ce qui va se passer en H6. Il y a eu tour CE1, attaque fou et le pion en ligne de mire. F3. F3, et là, roi G3, échec au roi. Magnifique. Oui. Roi G3. Cavalier H6. Tour prend cavalier. Parce que l'autre tour peut venir, en fait. C'est ça. Ouais. Alors, l'autre tour peut venir, et si jamais il y avait fou prend H6, il peut y avoir, à présent, fou prend E5. Avec la menace d'aller mater en H8. En H8. Ouais. Donc, roi prend. Oui. Tour H1 échec. Roi G5. Fou D2. Ouais, c'est angoissant cette position pour le roi noir. Il fait le tour. Roi F6. Fou H3 attaque la dame. Oui. Tour A8 attaque également la dame. En fait, l'idée, c'est de dévier la dame pour prendre le cavalier. Oui, pour essayer de... Parce que sinon, c'est impossible, tout bêtement. Hein. Donc, il y a eu dame prend, roi H4 pour soutenir l'avenue du fou en G5. Oui, et donc, c'est une partie incroyable, parce que il y a une menace maintenant qui est fou G5 échec. C'est-à-dire que c'est très, très dangereux. Mais comme il n'y a pas de tour pour attaquer ce roi, et que le pion G5, s'il est joué, il y a fou prend, tout simplement G5. Et là, maintenant, il suffit qu'une tour, la tour blanche, arrive en jeu, et c'est fini. Fou F8. Fou G5 échec, donc roi G7. Et c'est ce que vous disiez à l'instant. Tour B1, la tour vient sur la colonne. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a pas de contre-jeu. Le roi blanc n'est pas attaquable. Il y a toujours cette paire de fous. Et en fait, dans cette partie, on voit bien que cette attaque sur l'aile dame de Gilles Miralles a prévalu, mais bon, Serret s'est pas laissé faire. Il a quand même mené une grande attaque, mais la formation saine et positionnelle quelque part qui mène à cette attaque et qui permet de gagner du matériel à Gilles Miralles est tout simplement extraordinaire. Oui, pour moi, la position de la partie, l'image de la partie, c'est cette poussée en B6. Je trouve ça très très beau, donc on va jouer A6 derrière, avec la marche à promotion, et en cas de prise, c'est B7, et on a vraiment une évolution... Et puis, je crois que vous avez peut-être pu percevoir comment ça s'est fait soi-disant lentement, au début, petit à petit, en mettant la tour en C1, les cavaliers en A4, en B3, puis en C5. C'était lent, mais c'était une sorte de rouleau compresseur. Des belles manœuvres de cavalerie.
À noter que dans cette position, vous voyez, elle est relativement fermée. On est quand même au 22e coup. Un seul pion s'est échangé et une seule paire de cavaliers. Donc ça a donné lieu à des manœuvres et un très très beau jeu à l'aile dame. Bien, merci aux champions qui nous ont gratifié de cette belle partie. On en parle encore, vous voyez, en 1983. On en parle presque 40 ans après. Et merci à vous pour, Monsieur Coatley, de nous faire partager votre savoir, votre expérience, et voilà, votre analyse de grands maîtres, mais également les émotions on voit que vous connaissez les deux joueurs, vous avez joué avec eux. Oui, j'ai joué plusieurs fois, que ce soit avec Jean-Luc Serret ou Gilles Miralles, lors de championnats de France ou lors de tournois, puisque à l'époque j'étais un joueur actif et eux aussi. Donc voilà, je souhaite bien sûr saluer le jeu absolument incroyable de Gilles Miralles, mais aussi celui de Jean-Luc Serret, qui est aussi un très grand joueur français. Mais vous savez, quand on aura fini nos séries d'ouverture, et on en a pour un petit moment, mais on pourra faire une série sur ces champions, ces grands champions de France. Oui. Passer en revue tous ces grands champions de France. Vous les avez connus et il y aura des très belles parties à montrer de Jean-Luc Serret, bien sûr. Ça nous fait laisser du travail. Ah oui, c'est vrai que Jean-Luc Serret a fait des parties tout simplement extraordinaires. Je dis bien, c'était un joueur très créatif. Mais bon, là, il faut vraiment rendre hommage à Gilles, parce que je découvre en regardant ces parties de Laurent Houtan, que je ne connaissais pas avant qu'on prépare cette série, que c'est un joueur, je savais qu'il était un joueur positionnel très fort, complet, mais il y a une compréhension du jeu qui est tout simplement sublime. On a besoin de vos commentaires, de votre soutien. On vous lit, ça nous fait plaisir. Et toutes les remarques sont intéressantes. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.